Merci à vous. Je pense qu'après ça, je voulais vous demander, après vos interventions, si la sécurité et la gestion des risques est un sujet qui vous empêche de dormir. Est-ce que ça va vous empêcher encore plus de dormir quand vous avez écouté Vincent Balouet? Peut-être une première réaction à ce que vous venez d'entendre, Monsieur Le Squezec, Monsieur Carole, Monsieur Larduina, avant de passer à vos présentations. Donc je vous présente rapidement Gilda Le Squezec. Vous dirigez le groupe, le GCS ADAPI 67 et Papillon Blanc 68. À côté de vous, donc, Daniel Carole dirige l'EPSAN, Alsace Nord, et Jean-Claude Larduina, le groupe Saint-Sauveur. Vous réagissez comment à ce que vous venez d'entendre? Vous êtes sans voix. Bon, j'ai connu le phénomène pelleteuse il y a presque 30 ans ici au CHU. Donc heureusement qu'il y avait des groupes électrogènes, mais bon voilà. Donc elle était très bien suspendue, la pelleteuse, parce que sinon le gars était barbecuté. Hein. J'ai connu au CHU aussi la centrale thermique qui alimentait, y compris l'hôpital de Haute-Pierre, bon, qui est quand même le deuxième grand bâtiment d'hospitalisation complète du CHU de Strasbourg, donc qui n'a plus eu de vapeur, de chauffage. C'était au mois de novembre. Bon, voilà. Donc subsidiairement la blanchisserie dont j'avais la gestion, qui est restée pendant 3 semaines et 1 jour sans vapeur. Blanchisserie sans vapeur, ça ne le fait pas trop. Qui est devenu un centre de tri du linge à la fois propre et sale. Évidemment, tout ceci en pleine période de session du Parlement européen, du Conseil de l'Europe. Ça veut dire bon, je m'adresse là aux locaux, hein, régionaux, tous les hôtels pleins, toutes les blanchisseries à ras-bord. Donc il fallait aller jusqu'à Colmar. Donc j'avais envoyé une équipe, d'ailleurs à Brumat, c'était certainement prémonitoire. 3 jours à Haguenau, mais bon, ils n'avaient pas encore les équipements. C'était avant que j'arrive, hein, donc ensuite ils les ont eu. Hein. Bon, et donc, vous dormez un peu le pion pour vous montrer qu'on a le sens de l'humour aussi. Et donc, mais ce sont des situations très difficiles. Heureusement, un climat social rétabli. Vous faisiez allusion aux syndicats, donc c'est pas rien. Et donc, quand les syndicats commençaient à bouger, c'était pile poil à la fin de la 3e semaine. Donc, il a fallu tenir encore 1 jour avant qu'on ait eu à nouveau donc, de la vapeur. Pour l'hôpital, c'était le plus important. L'hôpital avait été rétabli en vapeur, je crois, au bout de 6 ou 8 heures de mémoire. Hein. Et tout ça, c'était produit au moment où on était en réunion du conseil d'administration, en présence du sénateur-maire de l'époque. On apprend ça, machin, donc je peux vous dire que c'était cellule de crise, gros tremblement. Bon, l'hôpital en tant que tel n'était pas atteint, mais bon, au mois de novembre, il faisait quand même froid déjà, donc il valait mieux qu'on ait du chauffage. Bon, des choses que personne n'avait prévues, évidemment, personne ne pouvait prévoir cela. Hein. Donc voilà, des situations de crise, un peu anecdotiques maintenant. Bon, c'est pas rien, quand on a eu les soucis, là j'étais à Haguenau, hein, je prends à témoin les Haguenauiens qui sont là, les anciens, n'est-ce pas Gilbert? Cadre sup de radio, personne n'avait imaginé un seul instant qu'en raison de la tempête, bon, il n'y aurait plus d'électricité, mais surtout qu'il n'y aurait plus d'eau, parce que la station de pompage ne disposait pas d'un groupe électrogène. La station de pompage qui alimentait plusieurs hôpitaux, plusieurs villes, ne disposaient pas de groupe électrogène. Donc on n'a pas eu d'eau. Donc quand les premiers dégringolaient des toits à froid, si je puis dire, donc il fallait faire des scans. Comment on fait un scan? Circuit de refroidissement par eau. Donc consigne avec un collègue qui est à la retraite là maintenant, donc j'étais de garde, on était sur place, on descendait à la maison de retraite, ascenseur, voilà, il faut monter les papis, les mamies, elles étaient en bas, ils étaient en bas, il fallait remonter. Quand le dernier était monté, hop, on a eu l'électricité. Bon, pour l'anecdote, donc on peut citer des situations bon, qui heureusement n'ont pas été dramatiques, mais bon, des choses auxquelles on ne pense pas, soi-même ou d'autres,
et qui font qu'on peut être sacrément dans la panade, pour pas dire autre chose. Parce que ce que nous a montré Vincent Ballieu, c'est que ça nous apprend deux choses, en fait. Enfin, ça nous apprend beaucoup de choses, mais essentiellement, donc, c'est de la méthodologie et du rétablissement de la confiance. Enfin, moi, je retiens, il faut retenir ça. Et on n'a pas parlé de procédure dégradée, mais on va peut-être y venir dans la discussion. Vous en retenez quoi? Ça vous suggère quoi, monsieur? Le secteur d'activité auquel j'appartiens est un secteur un peu particulier, avec moins d'impression, une prégnance au risque moins grande que le secteur hospitalier. Néanmoins, il nous est arrivé, hein, comme à tout un chacun, de nous retrouver dans des situations fortement dégradées où le risque vital pour le public que l'on accueillait pouvait être engagé à un moment ou à un autre. On apprend, je crois, chaque fois de ces situations particulières, et on apprend surtout, vous parliez de méthodologie, effectivement on apprend surtout à anticiper sur l'affaire et à communiquer. Je dirais, le risque pour nous il est effectivement plus en termes de communication externe. On touche à un public vulnérable, le public de personnes handicapées. Le risque il est beaucoup plus dans l'atteinte profonde de la personne, et donc on se prémunit de plus en plus sur le plan de la communication, et nous avons maintenant dans toutes nos organisations des cellules de crise pré-formatées et prêtes à réagir lorsque un événement dégradé arrive, quoi. Okay. Monsieur Larduina. Juste un mot, je pense que l'intervention précédente me fait associer deux mots: vaut mieux prévenir que guérir. Donc il vaut mieux anticiper. Tout à l'heure, on va parler de démarche sécurité des systèmes d'information. Je pense qu'effectivement, on peut gérer ça un peu à la légère. Peut-être que, y compris dans le secteur médico-social, dans les petites institutions, on le gère comme on peut. On n'a pas forcément les moyens, les moyens d'y réfléchir. Je pense que le maître mot, ça va être aussi continuité d'exploitation pour les patients. Certains sont parfois, y compris dans le champ médico-social, des personnes lourdement dépendantes, et donc on a un devoir vis-à-vis de ces personnes-là de leur assurer la sécurité. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux anticiper que de subir. Ok, on va revenir alors peut-être sur le système d'information, mais on voit bien que à de nombreux égards, sur de nombreux exemples, il sera juste un des maillons d'une chaîne qui se dégrade, qui explose, on peut dire, en cas de crise. Avec vous, Daniel Carole, donc, vous dirigez l'EPSAN, vous êtes engagé dans une démarche, une construction, une démarche méthodologique au début, vous pensiez que c'était juste de la mise en conformité, et puis vous avez découvert en avançant un certain nombre de choses. Vous voulez nous faire partager donc cette expérience et cet accompagnement qui a été donc ces derniers mois réalisé avec Alsace e-santé. Donc rappelez-nous quels étaient vos objectifs au départ. Oui, alors s'agissant des objectifs, j'avais appuyé, ouais, parfait. Donc vous m'excusez, hein, vous l'avez déjà constaté, j'ai une voix d'ours encore plus que d'habitude. Je vais essayer de manier l'humour, mais ça va être difficile dans la compétition avec le prédécesseur, parce que je n'ai pas trop de choses rigolotes à vous expliquer, d'accord. Par contre, je serai très terre à terre par rapport à ce qu'il avait précisé dans son propos liminaire. Donc je ne serai pas dans les couches stratosphériques ou en termes de recherche, je vous le dis sans mauvais jeu de mots. Donc c'est bien d'avoir des créatifs, des gens qui manient des concepts théoriques, etc. Donc je n'ai pas du tout cette prétention-là, donc je serai vraiment franchement terre à terre. Donc première question, effectivement, objectif, c'est de dire il n'y a pas 36 solutions, ou bien on s'inscrit dans un mouvement d'évolution des technologies du monde de l'information, de l'informatique, ou bien on craint tout et on ouvre un grand parapluie, on courbe le dos et on ne fait rien. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, essayons d'optimiser et d'utiliser du mieux possible l'évolution des technologies, et notamment celle de l'information, autant au plan réglementaire, ça a été dit très largement déjà ce matin, en termes d'adaptabilité, en termes d'évolution, en termes d'opportunité.
soyant dans une logique de rattrapage technologique, mais en intégrant justement cette dimension de la sécurité. Donc plutôt que de dire, voilà, on va ouvrir les vannes, on va passer à la 5e vitesse, et puis, bon, Inch'Allah, advienne que pourra. Donc c'était vraiment l'objectif, s'inscrire dans cette évolution technologique pour en bénéficier, tout en intégrant cette notion de risque et de sécurité le plus en amont possible. C'était dans un besoin, pour répondre à un besoin précis, de dématérialisation. En disant, voilà, on a un système documentaire un peu vieillot, certes déjà informatisé, hein, j'illustre le propos, mais bon, je ne veux pas dire qu'il fallait pratiquement être polytechnicien pour trouver le bon document dans la bonne rubrique, etc. Mais c'était un peu ça. Je dis, bon sang, est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier les choses et de basculer, je parle sous contrôle de Mathieu Lederman qui a été le maître d'œuvre, il faut que je me méfie parce que bon, je ne peux pas dire n'importe quoi, le responsable informatique est là aussi, je me méfie, je prends mes précautions. Donc, je dis, voilà, il faudrait qu'on s'inscrive dans une logique dynamique, passons à quelque chose d'un peu plus moderne, pas pour le plaisir d'être plus moderne, mais pour que les gens aient envie de chercher des choses et qu'ils puissent aussi les trouver facilement. Hein? Donc, on était dans une logique de création de l'intranet. Alors, dans un premier temps, c'était à vision documentaire, essentiellement, et dans la même foulée, si vous voulez, donc je lui ai dit, maintenant, c'est peut-être aussi l'occasion d'aller voir un peu plus loin. Donc en termes de dématérialisation, et en partie, parce que bon, il a une double compétence à la fois directeur de système d'information, mais aussi de DRH. Donc de voir comment on arrive à dématérialiser un certain nombre de procédures. Si déjà on est dans une logique intranet, pourquoi on ne va pas au-delà? Alors, c'est pour illustrer le propos. Donc, objectif de l'établissement, s'inscrire dans une logique de mise à profit de l'évolution comment dirais-je, des technologies, et notamment de celles de l'information. Avec une contrainte. Alors, tout le monde, quand on parle de contrainte, à l'hôpital ou dans une structure médico-sociale, c'est pareil, c'est le budget, on parlait encore, on rigolait tout à l'heure. Bon, certes, bon, elle existe toujours, et liée à cette contrainte, il y a aussi l'inexistence, ou l'existence que très, très partielle, des compétences et de l'expertise. On a très longuement parlé ce matin. Même si dans mon établissement, donc à Brumat, bon, il y avait aussi quelque chose à Heurt. Enfin bref, maintenant, le résultat de la fusion, c'est qu'on a 7 personnes au système d'information. Donc, pas forcément, on ne peut pas avoir toutes les compétences, hein, puisque le temps est bien révolu, où quelqu'un pouvait avoir des connaissances encyclopédiques. Donc, il faut changer de siècle pour trouver des encyclopédistes. Voilà. Donc, c'est dire, bon, on fait un état des lieux, on constate qu'on n'est pas équipé, même si on a des équipes tout à fait compétentes, on ne peut pas avoir des spécialistes en tout, et notamment en termes de sécurité. Hein, donc, pour faire justement le lien entre innovation, avancées technologiques dans lesquelles on s'inscrit, et la sécurité, qui est l'une des contraintes en termes de faille justement de ces évolutions lorsqu'elles sont trop rapides et lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées. Alors évidemment, alors je vais faire plaisir à M. Steiner, bon, en termes d'opportunités, une fois qu'on a fait l'état des lieux, on dit voilà, on n'est pas outillé pour, qu'est-ce qu'on peut faire? La première solution, c'est de nouveau, allez, on se retire, on se met sous son parapluie et on ne bouge pas une oreille. Donc, ce n'était pas ça. Alors, vous aviez déjà l'expérience de mutualisation. Voilà, tout à fait. Et c'est là, on s'est dit, mais bon, c'est un peu bête, pour ne pas dire autre chose, de ne pas recourir donc, à l'expertise que propose le GCS. Et, comme je vous l'avais déjà expliqué, quand on a préparé un peu cette présentation, donc, on avait déjà eu l'occasion, je l'ai dit à François Engerder tout à l'heure, de pouvoir bénéficier, c'était encore Germain Timalet qui m'avait dit « Top, Daniel, on y va », dans une logique partenariat, Fabrice. Donc, on a des compétences, il a rappelé qu'il y avait quand même un background de 15 ans, donc c'était à peu près de 10 ans, hein, donc c'était à peu près 5 ans. Je me suis dit, voilà, on n'est pas équipé en interne, est-ce qu'on ne peut pas commencer à avancer sur ces problèmes de sécurité du système d'information?
et donc François Guerder, avec Fabrice. Donc, on fait donc un premier round d'expertise avec nous, en lien avec notre responsable informatique, Dominique Druot, ici présent dans la salle, pour commencer à travailler cela. Donc il y a un premier état des lieux, donc il y a une première phase de consultanat par une entreprise privée spécialisée. Donc, grâce à l'écriture d'un bon cahier des charges, on a pu borner effectivement la prestation qu'on souhaitait de la part de ce consultant. Et on a jugé utile justement parce qu'on s'inscrivait dans une logique encore plus dynamique et quelque part plus ambitieuse, de dire, ma foi, faisons non seulement un état des lieux, mais voyons quelles sont les préconisations, alors soit en amont, en aval, en instantané, outre le recours au CRI qui nous avait déjà été tout à fait bénéfique dans une logique justement de mutualisation des moyens, et on s'inscrit dans la même logique. J'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite. Donc, puisque on a une longue expérience de mutualisation, puisque notre établissement est un membre fondateur du GIP Simaris, qui est un groupement d'intérêt public, qui est éditeur de logiciels. C'est un logiciel qui s'appelle Cariatide, qui est utilisé maintenant dans 50% des hôpitaux de France et de Navarre, dom-dom comprise d'ailleurs. Donc, avec nos collègues de Roufac, siège du groupement, avec Erstein, et donc l'hôpital de Novillard. Donc il y avait déjà là aussi cette habitude de travailler en commun. Oui, ça vous semblait une démarche naturelle. En mettant en commun des compétences, voilà, sous l'angle du système d'information hospitalier, toujours. Donc, outre le fait que j'ai une appétence particulière, les anciens le savent, pour les groupements de commandes, puisque pendant de très nombreuses années, j'ai commencé quand j'étais au CHU, j'étais adjoint à Arguenot, d'être dans une logique de groupement de commandes en disant voilà, mettons en commun les compétences, les connaissances, l'expertise et avançons, si possible, ensemble. Ok, donc d'une contrainte, vous faites une opportunité. Voilà. Alors, quels sont les apports concrètement? Les gens vont dire oui, mais bon, tout ça, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi obtenir? D'une part, de partir sur une base méthodologique, ça a été abordé à plusieurs reprises, et ce matin et cet après-midi, d'avoir une base méthodologique reconnue plutôt que d'y aller au doigt mouillé en disant bon, on estime qu'on peut peut-être faire ci ou faire ça. Donc, sur une méthodologie reconnue, les spécialistes savent de quoi il en retourne, EBIOS V 2010. Donc, en vue d'aboutir à une analyse objective, qui aille au-delà de ce qu'on faisait déjà, plus ou moins, un peu comme M. Jourdain, sur la base un peu d'audit interne, voilà. Donc, pour mettre à profit justement ces compétences extérieures et pour avoir cette vision qu'un tiers a beaucoup mieux et de façon beaucoup plus pertinente que lorsqu'on est à la fois un peu jugé parti. Donc, on a eu cette analyse objective effectuée par un tiers. Donc, l'audit interne, c'est bien, mais bon, de temps en temps, ça ne suffit pas. Et donc, ce que j'ai expliqué il y a un instant, donc ça a donné lieu à des préconisations, donc un plan d'action phasé, qui soit adapté donc, en tenant compte, et ça c'est un élément très important, ça a été dit à plusieurs reprises aussi ce matin, donc ce n'est pas quelque chose de technocratique, d'importer, etc. Tout ceci au contact déjà de l'équipe informatique existante, aussi avec les équipes utilisateurs des différents outils mis à disposition. Dans une logique aussi d'acculturation, notamment, il y a des choses très basiques qui ont été dites ce matin. Vous y revenez tout à l'heure, des mots de passe affichés, le même pour l'enceinte de l'hosto. Pourquoi pas pour les fournisseurs? J'étais longtemps aussi dans le secteur biomédical. Puis voilà, Siemens a un mot de passe pour tous les hôpitaux qui disposent de machines Siemens. Ça a été dit ce matin. General Electric, peu importe, je ne fais pas de pub. Donc, dans une logique d'acculturation, et aussi dans une logique de formation au type de comportement, parce que c'est bien d'avoir des outils adaptés, mais s'ils sont mésusagés, méutilisés, donc on passe un peu à côté quand même de la plaque. Et évidemment, ce qui était très très important également, dans cette logique de contrainte budgétaire, donc c'est que on a essayé non pas de tuer une mouche avec une grosse masse, mais d'avoir donc un objectif avec un outil
Et donc, aussi des sécurités mises en œuvre, mais qu'on arrive à se financer, pour avoir une espèce de convergence entre le niveau d'ambition, entre le niveau de risque et les moyens qu'on met en œuvre pour limiter, parce qu'on n'évitera jamais un risque. Et c'est là où cette expertise du GCS était très intéressante, parce que ce sont des gens qui connaissent, notamment le monde de la santé, qui savent aussi quelles sont les contraintes en termes de continuité. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises. Et puis, quand on a un système d'information par terre, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins embêtantes. Certes, on est un hôpital psychiatrique. Bon, on ne gère pas du réa. Bon, il vaut mieux d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de psychiatre dans la salle, j'espère. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, donc, on fait un état des lieux, des préconisations, un phasage, un budget, et on sait qu'on y va. Donc En synthèse, donc, objectif raisonnable, coût raisonnable, délai tenable, le plus court possible pour les phases les plus rapprochées, et un délai raisonnable pour des objectifs, je dirais, à un moyen terme, dans lesquels on a inscrit tout son mouvement, dans la conduite du changement, on en parlait un peu tout à l'heure aussi, en disant voilà, on est un établissement en mouvement, on est en train de construire un hôpital à Strasbourg, donc l'un des membres de l'assistance présent me disait comment vous allez intégrer l'hôpital numérique dans le nouvel hôpital. On va l'intégrer comme on l'intègre dans l'ancien, si possible le plus en amont possible, et avec une problématique, et ça a été dit ce matin aussi, qui est particulière. Alors, on n'a pas de dossier, je dirais, particulièrement sensible, avec un risque vital comme ça dans l'absolu, quand on peut l'avoir en réa, mais on a quand même un certain nombre de pathologies chroniques, parce qu'on peut avoir un problème psychique et avoir une insuffisance chronique rénale, on peut avoir un problème psy et un problème cardiaque en particulier, notamment si on est sous neuroleptique depuis des années. Donc, on n'a pas intérêt à tuer des patients au motif qu'on a un système d'information défaillant. Alors ça, c'est pour la gestion interne. Et alors, l'une des problématiques spécifiques à la psychiatrie que j'ai ressentie dès mon arrivée, c'est que, et je crois que c'était le représentant de l'IRCAC qui en parlait, de cette logique extra-hospitalière, mais il faut savoir qu'on la gère, et qu'on la gère de façon très importante dans un hôpital psychiatrique, parce que la plus grande partie des prises en charge se fait dans des structures extra-hospitalières, c'est comme ça qu'elles s'appellent, des hôpitaux de jour, des centres médico-psychologiques, des centres d'activité thérapeutique à temps partiel. Donc il y a un certain nombre d'injections qui sont faites dans ces structures, et il vaut peut-être mieux connaître le dossier médical du patient plutôt que de lui faire une mauvaise injection. Hein. Et ça pose le problème aussi de la sécurité, parce que autant mis à part les problèmes de pratique, on ne doit pas laisser son ordi ouvert, sa session ouverte, etc. N'importe qui peut bidouiller, peut changer, quoi que ce soit. Donc, on doit être en lien étroit, même quand on est dans le centre médico-psychologique, au fin fond de l'Alsace-Bossu. Les Français de l'intérieur, vous avez peut-être du mal à vous le représenter. Hein, donc, on est vraiment en pleine cambrousse quelque part. Mais pour les Parisiens qui sont là. Pour les Parisiens qui sont là, les Parisiennes en l'occurrence. Monsieur Carole, on va revenir vers vous avec quelques questions, peut-être des demandes de précision. Hein, donc voilà, ça c'est une des problématiques aussi. On voit que vous avez ce lien par un système d'information, donc un dossier patient informatisé, mais qui doit pouvoir être partagé. Et la dernière ouverture, quelqu'un d'autre le dira, aussi bien ouverture sur le médico-social, voire sur le sanitaire, MCO, qu'il soit maintenant privé ou public, c'est dire voilà, on est dans un contexte dans lequel on ne peut être qu'en interaction avec d'autres. Alors on va écouter monsieur. Chez soi, en autarcie, nos patients ont besoin de radio, de scan, ils ont besoin d'être pris en charge le cas échéant des structures médico-sociales. Donc ils nous renvoient, etc. Et là, c'est toute la problématique de la gestion des dossiers médicaux. Alors, on a une convention de coopération. Je vais vous interrompre, monsieur Carole. On est très heureux d'avoir votre témoignage. On va revenir auprès de vous pour éventuellement des précisions complémentaires, etc. J'ai envie de demander à monsieur Le Squazec, donc son témoignage. On voit avec vous, monsieur Carole, que vous avez donc trouvé le bon équilibre entre l'investissement financier, la recherche de compétences, etc. Avec vous, donc à la DPI 67 et Papillon Blanc. Donc, vous représentez une des plus grosses structures
structure de la région avec la fusion de 2 entités. Vous avez donc 45 établissements à peu près, hein, je crois, médico-sociaux, 1600 professionnels, donc c'est conséquent. Et vous n'avez pas attendu en fait de rentrer dans la démarche. Vous avez déjà des intuitions, des soupçons de ce qu'il fallait faire. Vous aviez commencé par nommer des correspondants informatique et liberté, je crois que vous m'avez raconté. Donc vous aviez peut-être juste besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour avancer dans ces démarches. Un peu plus que ça. Un peu plus qu'un coup de pouce. Donc expliquez-nous ce qui vous a poussé. Pour reprendre à la genèse, on va reprendre sur le métier que nous faisons. Alors voilà, on est depuis 2009, hein, le secteur médico-social est dans le champ large de la santé, mais il constituait très longtemps un ovni. Hein, dans un truc. Notre métier, nous, c'est d'accompagner au long cours des personnes, et particulièrement en ce qui nous concerne, l'ADAPI et les papillons blancs, d'accompagner des personnes handicapées mentales, hein, tout au long de la vie, dans je dirais, toutes les fonctions, hein, et dans leur cycle de vie. Alors ça va de la culture au travail, au loisir, en passant par l'hébergement, voire le soin, hein, dessus. Et notre problématique est une problématique qui est entre la désinstitutionnalisation, permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie et en même temps pouvoir tracer et suivre un certain nombre de données, et notamment de travailler en réseau, puisque c'est la caractéristique du travail social, c'est de travailler le plus large possible. Vous parliez, M. Carole, avec vos établissements de santé, on a de nombreuses conventions, mais aussi avec des entreprises, avec d'autres domaines, on travaille de manière très large. Et la difficulté de notre secteur, qui est un secteur relativement restant, 70 ans, hein, l'accompagnement et le travail social, environ, c'est une culture qui est essentiellement fondée sur l'oral. Donc voilà, nos professionnels ont une vraie difficulté avec l'écrit. Alors je ne vous parle même pas avec la traçabilité de cet écrit et les outils informatiques, hein, dont ils se sont emparés. Hein, copieusement. Donc aujourd'hui, effectivement, tous nos professionnels usent et abusent des moyens de nouvelles technologies pour communiquer dans tous les sens, sans aucune protection, sans aucune sécurité. Donc on voit des messages qui peuvent par moment avoir un contenu très personnel, hein, voire médical, se promener comme ça au hasard d'un envoi mail partout à des dizaines de personnes. Donc vous étiez alerté par des mésusages voilà, fréquents. donc on a une vraie problématique ici, et puis d'autre part qui se double aussi. Là, c'est une volonté légale, hein, que de dire la personne accompagnée doit être propriétaire de ses données, doit avoir un regard et doit être fondamentalement actrice de son parcours d'évolution. Donc on a aussi ce problème de donner l'accès, hein, à la donnée, hein, qui concerne la personne à elle-même. Voilà. Donc on était il y a quelques on est à quelques années-lumière, hein, d'une culture de la traçabilité, d'une culture de l'information organisée, et on s'est naturellement tourné. Alors pour nous, ça a été une vraie opportunité, que le fait qu'on soit rattaché au secteur santé, ça nous a permis d'une part d'adhérer au GCS il y a maintenant quelques années, je me tourne vers Gaston Steiner, et de bénéficier justement d'un secteur qui, lui, est extrêmement normalisé, extrêmement codifié, et qui nous permet d'avancer dans une démarche de sécurité informatique. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité, au moment où, autre opportunité, les concentrations font que nos deux associations, qui étaient l'une sur le Haut-Rhin, l'autre sur le Bas-Rhin, ont décidé de fusionner, hein, pour là aussi des raisons, je dirais, d'efficacité en même temps que des raisons d'économie, ce qui nous a obligés à revoir notre schéma des systèmes d'information. Et dans ce cadre-là, Christine Lecomte le sait bien, puisqu'elle nous accompagne directement dans l'écriture et la réécriture de ce schéma. Nous avons fait rentrer la sécurité informatique comme un objectif à part entière. Donc on a un plan de sécurisation informatique qui va s'inscrire là, ici, et qui va directement permettre aux différents agents utilisateurs de rentrer dans une logique de bonne pratique. Voilà. Après, avec toute la difficulté que ça comporte dans un secteur qui, encore une fois, est du passage d'une culture fondamentalement basée sur l'oral, hein, sur l'accompagnement directement de la personne, à une culture où on doit tracer les choses, hein, en rendre compte et les rendre lisibles et accessibles. Et ça, c'est une vraie complexité. Donc, et donc vous devez être convaincant vis-à-vis des personnels. C'est énormément de pédagogie. Et plus que convaincant, vous voilà. êtes, vous avez même
des méthodes beaucoup plus fortes que la conviction Oui, on a effectivement quelques méthodes coercitives aussi, et quand il le faut bien le dire, il y a un moment où il faut appeler un chat, et c'est vrai qu'on essaye de baliser le terrain, on fait énormément de formations sur ces questions-là, on introduit un certain nombre de données au fur et à mesure qu'elles doivent l'être, on limite aussi l'usage d'un certain nombre d'outils pour éviter que la communication, l'exemple de la photo le faisait, mais aussi surtout l'échange se fasse comme ça sans contrôle, en fait. Et de plus en plus, on spécialise les outils sur lesquels on travaillera demain. On a identifié aujourd'hui 23 projets, je crois, je parle d'un 23 projets phares dans notre système, notre futur schéma des systèmes d'information qu'on va développer dont des outils de travail partagé, des outils de réseaux sociaux d'entreprise qui nous permettront de solutionner un certain nombre de difficultés qu'on a actuellement dans la communication. Merci. On va revenir aussi vers vous tout à l'heure pendant le débat.